Donc voilà, le bœuf à bosse, alors en Asie mineure, et peut-être dans un très bref propos préliminaire, je voudrais d'abord dire que c'est une question que j'ai commencé à examiner il y a assez longtemps, à rassembler un dossier iconographique au sujet d'un animal dont je ne m'attendais pas à rencontrer la présence dans le monde grec. Cet animal, on va le nommer dans son nom courant, c'est le zébu, et j'ai déjà présenté ça à plusieurs reprises, donc pardon à ceux qui ont déjà entendu des bouts de cette réflexion. En tout cas, là, je crois que le moment de commencer à publier est venu et je vais me concentrer pour cette première fois sur l'époque hellénistique. Alors, pour rentrer dans le sujet, on va le faire par le biais d'un relief très connu, d'un bas-relief très connu qui se trouve au British Museum et qui est, alors voilà, le voit-on, celui-ci, le relief d'Idarchélaos de Priene, qu'on appelle aussi le relief de l'apothéose d'Homère. Alors, je ne sais pas si on peut... Oui, voilà, relief de l'apothéose d'Homère, parce que ça représente, registre inférieur, un sacrifice en l'honneur d'Homère, et on a progressivement identifié les figures qui apparaissent ici, par exemple, à ce niveau-là, Apollon, entouré des muses dans les positions classiques qu'on leur connaît. Le nom du sculpteur ne pose pas de problème, il est gravé dans une tabula ansata, ici, sous la figure de Zeus. Il a signé Archélaos, fils d'Apollonios de Priene, a fait, et il est donc originaire, vous voyez, d'une cité d'Asie mineure. Alors, la date de cette sculpture a posé de gros problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Et on va pour cette date depuis la fin du IIIe siècle, parfois jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et la datation actuellement qui tend à tenir la corde, à être la plus retenue, c'est la datation plutôt haute, c'est-à-dire 3e siècle, parce que notamment dans les arguments, on dit que les deux figures que vous avez ici, là c'est Chronos et là c'est Oikoumene. En fait, ça représente un couple royal, Ptolémée IV et son épouse. On s'est aussi posé des questions sur le rapport entre le sculpteur et son commanditaire. Il faut vous dire que cette œuvre a été trouvée sur la Via Appia, à Bovillae, près de Rome, au milieu du XVIIe siècle. Donc, dès le XVIIe siècle, elle est célèbre, et on a envisagé que cette œuvre avait été réalisée par un sculpteur grec. Certes, là, le nom est présent, mais pour un commanditaire qui était un commanditaire romain. Alors, l'étude précise de cette œuvre, elle a été faite par une historienne de l'art allemande, Doris Pinkwart, et qui revient sur un certain nombre de ces problèmes datation et puis aussi rapport avec le commanditaire. Et Doris Pinkwart, elle pense que le relief est une œuvre qui a été créée en Asie mineure et ensuite transportée à Rome, comme ça s'est produit pour pas mal d'œuvres de la sculpture grecque. Et elle avance deux arguments à cet effet. Elle en fait remarquer la présence d'un autel rond, qui est assez typique de cette partie-là du monde grec et des îles. Et puis, elle signale aussi que le bœuf qui va être sacrifié pour Homère, ici, est un bœuf un peu particulier qui est muni d'une bosse. Donc, voilà. Et sur ce deuxième argument, je pense qu'elle a raison. Alors, l'animal, maintenant, j'en dis un mot. Le bœuf à bosse. Ce bœuf à bosse, aujourd'hui, nous paraît caractéristique de deux régions du monde qui sont essentiellement Madagascar. Et vraiment, c'est emblématique pour Madagascar, le zébu. Et ça a été même vu de l'extérieur, vous voyez, depuis une date ancienne, parce que quand il y a eu une tentative sous Louis XIV de colonisation française de Madagascar, vous voyez que la médaille qui a été frappée à cette occasion représente un zébu, un peu maladroitement. Et puis, à partir du XIXe siècle, l'animal a pris aussi une place importante dans l'économie du Brésil. Donc voilà les deux régions, en quelque sorte, auxquelles le zébu nous semble associé. Alors, ce zébu, Bos-taurus indicus, il est en fait issu d'une région au nord de l'Inde et dans le Pakistan, et il fait partie de l'ensemble des bovinets domestiques. Il y en a d'autres, le banting, le gaïa, le yak ici, mais globalement, on peut dire qu'après le bœuf occidental, je dis bœuf occidental faute de mieux, Bos taurus, c'est le bovinet domestique le plus représenté. Alors, il est caractérisé donc par sa bosse au garrot ici, qui fait que dans les langues occidentales, souvent, c'est cette expression-là qui est plus utilisée que zébu, bœuf à bosse, hump ox en anglais, buckle ox
en allemand, et on a à peu près précisé que comme le bœuf occidental, il vient de l'auroch, mais d'une sous-espèce de l'auroch qui était présente en Asie centrale, Bos primigenus namadicus, mais en tout cas, le zébu et notre bœuf que j'appelle occidental ne sont pas deux espèces différentes, les hybridations fonctionnent parfaitement, les hybrides eux-mêmes se reproduisent, sont donc en fait deux sous-espèces. Et il faut aussi, je tiens à le dire, ne pas confondre le zébu avec un autre bovinet domestique qui nous semble aujourd'hui typique de la faune domestique méditerranéenne, qui est le buffle. Parce que le buffle d'eau arrive seulement en Méditerranée pendant le Haut Moyen-Âge et on a souvent dit que c'était en lien avec le développement de la riziculture. En tout cas, dans l'Antiquité, en Méditerranée, il n'y a pas de buffle. Et le buffle, en plus, pour marquer la différence avec notre zébu, c'est une espèce, elle, clairement différente qui s'en distingue nettement. Donc, voilà l'animal qui est présenté. Alors, à partir de quand on le voit émerger, mon corpus va être essentiellement iconographique pour la réflexion. À partir de quand on le voit émerger dans les représentations. Alors, il émerge dans les images, notamment de la culture arapène, en Inde du Nord, vers la fin du 3e millénaire, où il est très fréquemment représenté. Et puis, pour aller vite, on le retrouve aussi par la suite, par exemple, dans des scènes issues de l'Égypte du Nouvel Empire, et puis il est aussi représenté, par exemple, comme cadeau offert par les Babyloniens et les peuples du Gandhara au grand roi dans la célèbre frise de Persépolis. Mais là, il apparaît clairement comme un animal exotique qui est apporté au grand roi par des populations qui ont l'habitude de l'élever. Au début du 1er millénaire avant notre ère, il est très diffusé, très présent iconographiquement dans tout le Levant et notamment en Syrie. Mais la région qui va m'intéresser maintenant, c'est l'Asie mineure. Alors, vous voyez, on l'a vu sur ce relief qui pose un peu des problèmes en histoire de l'art, qui est le relief d'Archélaos. Maintenant, un corpus iconographique, parce qu'il est surtout iconographique, comment est-ce qu'on va pouvoir l'étendre et comment est-ce qu'on va essayer de pouvoir mettre un peu d'ordre dans tout cela? En fait, ce sont les monnaies qui nous donnent le véritable fil conducteur pour suivre l'histoire de cette espèce et comment se renouvelle finalement d'une certaine manière une faune domestique dans une partie du monde grec. Alors, l'importance, plutôt la place des zébus sur les monnaies a été soulignée naguère dans un passage de Louis Robert, la Carie, 1954, une de ces listes dont il avait le secret, à force de très bien connaître les publications, et elle m'a servi un peu de point de départ, en quelque sorte, pour cet inventaire des monnaies, qui est un inventaire qui pourra sans doute être un petit peu enrichi à l'avenir. Alors, sur le plan chronologique, la première apparition du bœuf à bosse sur des monnaies grecques, c'est une apparition qui date, on pense, du IVe siècle avant notre ère sur le monnayage, aussi bien d'argent que de bronze de la cité de Magnésie du Méandre. Alors, je vous en ai mis plusieurs exemplaires ici. Magnésie du Méandre, vous voyez, ça se trouve juste ici. Prienne, d'où était originaire le sculpteur de tout à l'heure, est juste là. Donc, Magnésie du Méandre. Et le début de ces émissions monétaires associe le motif du Méandre. Peter Sundman a montré que c'est quasi identitaire pour les cités de cette vallée-là. Et puis, un cavalier ici qu'on associe généralement à la thématique de l'importance des cavaleries dans les cités de cette région. Donc, fin IVe siècle, peut-être, la datation de ces monnayages est quand même assez instable, assez mal fondée, elle pourrait être remise en question à Magnésie du Méandre. Et puis après, où est-ce que ça continue? Peut-être, oui, pardon, là j'étais en train de sauter une étape de mon raisonnement. L'image que vous avez du zébu, c'est ce qu'on appelle une image d'un taureau cornupède. C'est quelque chose qui est tout à fait classique dans l'iconographie grecque du taureau, mais qui est adapté ici au bœuf à bosse. Et j'en ai retrouvé dès l'époque classique ici, mais ça c'est un corpus qui reste à dépouiller, voyez, dans une gemme où on a à nouveau un zébu qui est dans cette position, en quelque sorte, prêt à charger. Alors, je reviens maintenant à mes monnaies. Magnésie du Méandre, on a commencé avec ça. On a aussi des zébus très présents sur les monnaies d'une autre cité, cette fois-ci nettement en amont, dans la vallée du Méandre, qui est la cité d'Antioche du Méandre.
Alors, Antioche du Méandre, on sait qu'elle a été fondée, cette cité, par Antiochos Ier dans les années 270. Donc là, on a un terminus assez fiable pour cela. Alors, Antioche du Méandre, vous voyez, je vous montre sur la carte. Eh oui, les contrastes de couleurs, là, peut-être pas tout à fait sur la version projetée. C'est juste ici, vous voyez, en amont de la vallée du Méandre. Et donc, on le retrouve de façon régulière, là encore, avec le motif du méandre. Et puis, allez, je continue mon inventaire. Pardon, il risque de paraître un peu lassant à la longue. On retrouve des ébus également sur le monnayage de Tralles. Alors, cette fois-ci, on est plutôt à la basse époque hellénistique, 2e, 1er siècle de notre ère, même plutôt la fin du 2e siècle. Donc, vous voyez, là, la présence de la bosse est tout à fait caractéristique. On n'a aucun mal à le reconnaître. Tralles se trouve ici. Alors, cette fois-ci, on est dans la moyenne vallée du Méandre, précisément. Et d'ailleurs, au 1er siècle de notre ère, quand l'atelier de Tralles se met à frapper les monnaies extrêmement diffusées qu'on appelle les cistophores, comme différents, je ne sais pas si c'est visible, vous voyez ici, quand il frappe des cistophores, l'atelier de Tralles utilise le zébus, le bœuf à bosse, comme différent, ce qui permet de reconnaître la marque de l'atelier. Vous l'avez ici à nouveau. Alors, voilà pour ce premier ensemble. Ensuite, à partir de là, on va quitter un peu cette vallée du Méandre et passer au sud, dans cette vaste région ici qui s'appelle la Carie. En Carie, on trouve des bœufs à bosse sur les monnaies d'Alabanda, en voilà, plutôt des monnaies du 2e siècle avant notre ère. Et puis on en trouve aussi, voilà, sur les monnaies, sur le monnayage de Tabaye. Je reviens en arrière, j'espère que je ne vous donne pas trop le tournis, voilà, en jouant avec mes diapos. Alabanda, c'est ici. Et Tabaye, c'est là. Donc là, on est dans cette région qui s'appelle la Carie. Après, il faut s'éloigner et aller à l'intérieur des terres en direction de l'Est, dans le sud de l'Asie mineure. On en a à Kibira. Donc Kibira, c'est ici. Et puis on en rencontre aussi, je n'ai pas mis toutes les cités qui apparaissent sur la carte, à Ariassos. C'est celle-ci, est-ce que voilà, Ariassos, à Thermessos la Grande, à Thermessos Fredoinoanda, à Antioche de Pisidie. Donc là encore, l'image est parfaitement récurrente. Et enfin, je termine un peu mon voyage. Donc, vous voyez, on est dans toute cette région-là. On en rencontre également un peu plus à l'est, dans cette région-là d'Asie mineure. Alors, c'est l'Istra, ici, je vais simplement retenir, et ça va nous mener à l'extrémité géographique, chronologique de mon propos. L'Istra devient une colonie romaine, et sous le règne d'Auguste. Vraiment, on est à la fin de l'époque hellénistique. Vous voyez, ces monnaies de la colonie romaine de l'Istra frappent, ça c'est classique dans les colonies romaines, frappent avec la scène du labour de fondation. Mais vous voyez que par rapport aux autres colonies romaines de l'Empire, on a choisi de représenter un attelage de bœuf à bosse pour cette scène de fondation. Après, dans le reste de l'Asie mineure, donc la zone, si je la dessine ici, dans laquelle l'animal est présent, c'est à peu près cette zone-là. On pourrait tracer une ligne comme ça en disant, voilà la zone de présence. Dans le reste, juste j'ai identifié pour l'époque hellénistique une monnaie en Galatie, ici, un seul exemplaire. Et puis pour le nord de l'Asie mineure, là, il y a dans cette région un monnayage au bœuf à bosse qui est attribué à une cité de Bithynie, petite cité, qui est la cité de Myrléa. Là, j'ai repris les vieilles images du BMC, elles ne sont pas très bonnes. Voilà le monnayage de Myrléa, il est sans ethnique, et l'attribution à Myrléa, elle me semble être assez faible. Elle a été faite simplement en rapprochant de ces monnaies-là qui comportent bien l'ethnique de Myrléa. Mais cette fois-ci, cette autre série, il n'y a pas la bosse, le bœuf est un bœuf européen. Donc j'ai fini par me demander, ça il faudra travailler le dossier, si cette série monétaire-là ne doit pas être en fait rattachée plutôt à une cité qui est beaucoup plus au sud, en Asie mineure. Donc voilà, vous avez la cartographie de ces attestations monétaires.
Alors maintenant, je passe au corpus textuel. Là, le catalogue va être beaucoup plus vite établi, puisqu'en fait, pour l'époque hellénistique, et encore en l'étendant jusqu'à Pline l'Ancien, on a bien dépassé la fin de l'époque hellénistique, en fait, j'ai 3 textes à vous présenter. La première mention du bœuf à bosse apparaît, et ce n'est pas étonnant, dans le 8e livre de l'histoire des animaux d'Aristote. À un certain moment, il évoque les spécificités des animaux de Syrie. D'abord, il commence par les moutons à queue grasse et ensuite il continue. Les bovins, en Syrie toujours, ressemblent aux chameaux et ont des bosses sur le haut des épaules. Cette comparaison avec le chameau est tout à fait naturelle. Elle revient ensuite régulièrement dans les textes. C'est une façon de faire comprendre au lecteur quelle est la spécificité de l'animal, au point que dans la lexicographie byzantine, on parlera parfois de bous cameloides, c'est-à-dire le bœuf à allure de chameau. Donc voilà. Aristote le connaît, mais Aristote ne le connaît que pour la Syrie. Il ne mentionne absolument pas la présence de l'animal dans le monde grec. Je pense qu'il écrit l'histoire dans les années 340. Ensuite, la seconde attestation, la deuxième attestation, elle provient de Callisthène de Rhodes, la célèbre description, mais telle qu'on la connaît par Athénée de Naucratis, de la grande procession organisée par Ptolémée II au début de son règne dans les années 270. Il y a un passage de la procession, on a rassemblé des animaux que les Grecs connaissent, mais dans des types, en revanche, qui sont totalement exotiques par rapport à la faune qu'on connaît en Grèce. C'est dans cette partie-là, par exemple, qu'est évoqué l'ours blanc. On montre un ours blanc aux Alexandrins. Et notamment, il y a là, vous voyez, dans le passage, aussi, on fait figurer dans cette procession 26 bœufs indiens entièrement blancs. Ces bœufs indiens ont des chances d'être des bœufs à bosse et la couleur blanche est tout à fait régulière, normale pour la robe des ébus. Ce n'est pas la plus fréquente, c'est plutôt le gris, mais elle est parfaitement attestée. Donc là, on peut avoir un doute à propos du texte de Callisthène. En revanche, on n'en a plus du tout pour le troisième et dernier texte que j'évoquerai ici, qui est le passage de Pline l'Ancien. Alors, Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle, dit que les bœufs de Syrie n'ont pas de fanon, mais une bosse sur le dos, donc association avec la Syrie. L'information peut venir en grande partie ici d'Aristote. Et puis, il ajoute ce détail, qui est tout à fait nouveau. Les bœufs de Carie sont affreux à voir. Une bosse par-dessus les épaules qui surgit de la nuque, les cornes de travers, on les dit pourtant excellents à l'ouvrage. Donc, cette fois-ci, au 1er siècle de notre ère, il associe le zébu à une région du monde grec, cette fois-ci, la Carie, où on a vu qu'il y a sa présence dans l'iconographie monétaire. La remarque sur la bosse est tout à fait classique de la part des Grecs de cette époque. La bosse est une difformité qui, chez l'homme, par exemple, est considérée comme particulièrement, dévalorisante. Et vous voyez que ça se rejaillit sur l'animal. La bosse, pour un bœuf, là encore, c'est quelque chose qui rend cet animal laid d'une certaine manière dans la perception qu'on peut en avoir. Donc, vous avez ici la totalité des textes maintenant. Alors, je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, mais sans doute vais-je le faire très maladroitement. Il me reste encore beaucoup de travail pour avancer. Ce que je voudrais essayer de réfléchir, c'est à la cohérence à la fois de ces données iconographiques, parce qu'elles sont essentiellement iconographiques. Donc, vous avez vu ce qui se passe. Je reviens à ma carte. C'est un de nos étudiants, là, Axel No, qui l'a fabriqué pour moi. Je suis bien incapable de produire ce genre de cartographie. Donc, les attestations les plus anciennes sont dans la vallée du Méandre, ici, et on a l'impression ensuite que l'animal se diffuse, en tout cas l'image de l'animal se diffuse dans des régions qui sont un petit peu plus à l'est. Ça commencerait dans la vallée, et puis ça remonterait vers l'intérieur des terres. Vous vous souvenez aussi qu'Aristote, dans l'histoire des animaux, dans les années 340, il le voit encore comme un animal tout à fait extérieur. Pour l'époque qui suit, il faut en dire un mot quand même de l'époque impériale. Dans les régions là, qui sont concernées ici, à l'époque impériale, l'iconographie, la présence du bœuf à bosse tend à se densifier, à se diversifier.
On a toujours des bœufs à bosse qui sont présents dans les émissions monétaires. Vous voyez par exemple à Pergame, ici, pour la visite de l'empereur Caracalla de 114, il se rend dans le sanctuaire d'Asclépios. Vous voyez l'exemplaire inférieur ici qui montre clairement que le sacrifice que le Boututès s'apprête à faire, c'est le sacrifice d'un bœuf à bosse. Et ça, ce médaillon, il est considéré parfois comme représentant le célèbre autel de Zeus à Pergame. Et vous voyez que les statues votives, ici, commémorant un sacrifice précédent, représentent des bœufs à bosse. Donc, il est entré, normalement, dans le bestiaire sacrificiel. On a aussi, dans ces mêmes régions, des représentations de bœufs à bosse dans des ex-voto de fidèles, par exemple ici en Phrygie, pour The Sam Penites. Et puis, on le voit, alors cette fois-ci, on revient en Carie, qui figure dans des commémorations de Vénationes, donc toujours sous l'Empire romain, donc il y a des chasses où figurent des zébus. Et puis, il s'introduit également dans la mosaïque. Et là, on pense qu'elle est originaire d'Asie mineure et conservée au musée de Hanovre. Vous voyez, Orphée charmant les animaux. Et le bœuf qui a été choisi est un zébu ici. Alors, globalement, quand on se passe à l'époque impériale, en fait, la zone de diffusion de ces images, c'est à peu près la même, simplement qu'elle s'élargit vers le nord. Elle est en remontée, en quelque sorte, à peu près à ce niveau-là, mais le nord de l'Asie mineure n'a toujours pas été touché. Alors tout ça, ça pose évidemment un problème méthodologique que je ne saurais pas résoudre. C'est-à-dire, ce que nous montrent ces images, est-ce que c'est la diffusion d'une image ou est-ce que c'est la diffusion d'un animal? Ça, c'est bien difficile, je trouve, de répondre à ça. J'ai quand même, alors l'archéozoologie aidera peut-être, mais je ne sais pas si c'est facile de différencier les deux sous-espèces, je ne pense pas. Il y a eu des tentatives de Bosnack, par exemple, à propos de Didyme, de dire un certain nombre des bœufs là qu'on a retrouvés pourraient être des zébus pour des questions de taille. Les éléments de réflexion pour répondre à cette question, diffusion de l'image ou diffusion de l'animal, qu'on peut apporter, c'est quand même, d'une part, en fait, une certaine cohérence entre l'éthologie du zébu et puis ce que nous montrent les images. Cohérence, parce que c'est un animal qui est plutôt réputé comme bien adapté aux zones arides, et que le nord de l'Asie mineure, qui est la partie la plus arrosée, n'en atteste pas la présence iconographique. Et puis, deuxième argument qui peut aller dans le sens d'une réelle diffusion de l'animal, et pas seulement d'une image, c'est le fait que cet usage d'introduire des animaux extérieurs et d'essayer de les faire rentrer dans la faune domestique locale, c'est quelque chose qui est bien attesté dans la culture grecque. À partir de l'époque archaïque, Polycrate aurait fait cela. On sait par les papyrus de Zénon aussi que les Grecs d'Égypte font venir des animaux domestiques de l'extérieur et cherchent à voir ce qu'ils peuvent en faire. Et cette pratique se retrouve encore dans les traités d'agriculture latins. Donc ça serait un deuxième élément qui irait dans ce sens-là. Pour élargir un petit peu la réflexion, parce qu'en fait, il s'agit de comprendre comment un animal rentre dans une faune domestique, un animal venu de l'extérieur. J'ai aussi eu recours à un concept qu'a proposé Jean-Pierre Biguin, donc c'est un anthropologue bien connu, qui a dit qu'en fait, il y a un système domesticatoire, qui a proposé cette notion de système domesticatoire en disant que c'est une relation anthropozoologique où se combinent plusieurs facteurs. D'un côté, les potentialités biologiques de l'animal, ses caractéristiques éthologiques, et d'autre part, la capacité de la culture d'accueil à lui faire une place. Okay, il essaye de comprendre tout ce système-là et de voir ensuite comment parfois ça marche, comment ça ne marche pas. D'autre part, ce qui nous a aussi, et ça c'est une leçon un peu qu'on tire de ce qu'on a entendu à Rome, quand ces animaux arrivent de l'extérieur, on a le sentiment qu'il y a souvent deux phases. Dans un premier temps, ce qui attire, c'est la curiosité. C'est le fait que cet animal soit rare. Ensuite, dans un certain nombre de cas, on lui trouve un usage. Un usage qui peut être parfois pratique. Donc, ce système domesticatoire, il est appelé à évoluer au fil du temps face à une espèce domestique. D'ailleurs, il ne faut pas s'imaginer que l'animal arrive de l'extérieur et qu'immédiatement il a sa place, comme s'il y avait un vide à combler. Il doit créer sa place. Et ça peut être une place différente selon les époques. On l'a vu à propos justement du coq et de la poule, où je crois que dans un premier temps,
c'est le coq, à cause des combats, qui a le plus intéressé. Et il a fallu un certain temps avant que les élevages s'intensifient. Par ailleurs, quand on regarde aussi justement ces questions d'éthologie à partir des classiques de la zoologie, ce qu'on nous dit du zébu, ce qui peut être aussi important à prendre en compte, c'est le fait que de manière répétitive, on insiste sur le fait que c'est un excellent animal de travail, plutôt placide en règle générale, qui est très apte à tirer la charrue et les véhicules. Et vous voyez que cette même constatation, c'est une constatation qu'on retrouve déjà chez Pline. C'est ce qu'il souligne en disant c'est une excellentesse inopérée, donc excellent à mettre au travail. Et puis, effectivement, il y a tout ce caractère de l'animal qui est un animal plutôt adapté aux zones arides et qui correspondrait plutôt bien, voyez, à la géographie où on voit la diffusion de son image. Alors, j'en arrive maintenant, je n'ai pas surveillé l'heure, j'espère que je ne suis pas en train de... Non, il me reste encore 5 minutes, c'est bon pour faire ma conclusion. La première de mes conclusions, je vous les livre un peu dans le désordre. La première de mes conclusions est totalement anecdotique, mais je reviens à Archélaos de Priene. Je suis persuadé que Doris Pinfart a tout à fait raison en disant que, en fait, on a bien une œuvre qui a été fabriquée dans cette partie-là, produite dans cette partie-là de l'Asie mineure, parce que sinon, je ne comprends pas comment un commanditaire romain aurait pu recevoir l'image de ce bœuf qu'on sacrifiait à Homère. Donc là, il a pris quelque chose qui lui était familier dans l'univers dans lequel il vivait. Donc oui, là, on a un impact en quelque sorte dans le domaine en histoire de l'art. Il est aussi intéressant de voir que progressivement, on a l'impression que le bœuf à bosse a pris dans les régions où il s'est introduit à peu près la place du bœuf européen. C'est-à-dire qu'on l'a employé dans toutes les fonctions où on employait un bœuf européen en tant qu'animal de sacrifice, même à une divinité aussi liée à l'hellénisme que peut l'être Homère. On le sacrifie normalement, ça ne pose pas un problème. Et puis, vous l'avez vu, on l'utilise comme bétail, comme cheptel aratoire de façon régulière. Alors, je reviens maintenant à cette question-là. Comment une espèce extérieure trouve sa place dans une culture qui ne la connaissait pas auparavant? Comment elle entre finalement ou pas dans le système domesticatoire? Alors là, je vais vous faire un petit détour par une île, puisqu'on parlait tout à l'heure des rapports entre îles et continents, mais une île extrêmement lointaine de ce qui nous retient ici habituellement. Je vous ai parlé un petit peu hier du dingo, du chien sauvage d'Australie. On sait qu'il s'est répandu en Australie, ça a été étudié. Et quand les Anglais arrivent en Australie, le dingo est là déjà présent depuis très très longtemps et intégré aux cultures aborigènes de manière parfaite. Il y a un espace qui a échappé à ça. C'est l'île, alors attendez, est-ce que je retrouve, voilà, c'est l'île, la Tasmanie. Vous avez ici. La Tasmanie, quand les Anglais arrivent, il n'y avait pas de chien du tout, pas de dingo. Et les anthropologues ont souligné que probablement ça doit être une très rare culture humaine qui ignorait totalement le chien. Les premiers contacts avec les chiens pour les populations locales se font entre 1798 et 1804. On a du mal à dater. Ce sont les colons anglais qui arrivent avec des chiens parce qu'ils sont pratiques pour la chasse des émeus et des kangourous. Et très vite, les populations aborigènes s'emparent de certains chiens. Et dès les années 1820-1830, tous les campements aborigènes, comme en Australie, ont intégré très très nombreux chiens alors qu'on ne le connaissait pas. Et là, les cultures locales se les sont appropriées sans aucun mal et sont même adaptées. On a changé la forme de certaines embarcations pour l'adapter aux chiens, on a changé la forme des habitations pour que le chien y trouve sa place et les mythes également ont fait une place à la présence du chien. Donc il est arrivé de l'extérieur et très très vite il a trouvé sa place. Alors, je ne vous dis évidemment pas que pour le zébu, ça a la même ampleur, ça a le même intérêt, mais on a, je crois, là, malgré tout, un modèle de réflexion. Vous voyez comment cet animal, probablement arrivé de Syrie, est-ce qu'on l'a conduit en bateau?
jusque dans la basse vallée du Méandre et qu'il l'aurait remonté ensuite? Est-ce qu'en fait, il était déjà un peu diffusé et que s'est diffusé dans tout ce sud de l'Asie mineure? Mais en tout cas, les Grecs l'ont accueilli, lui ont fait une place et l'ont intégré aux usages qui étaient les leurs. Et finalement, dernière chose, je reviens à Jean-Pierre Liat, ça nous amène, et c'est un peu l'objet du colloque, à repenser aussi ces faunes domestiques. Alors évidemment, ce n'est pas que les faunes domestiques qui nous retiennent ici, mais vu de loin, évidemment, on a tendance à dire, dans l'histoire de la domestication, les Grecs et les Romains, ça a été un temps d'arrêt. Ils n'ont rien fait. Le dernier grand événement, ça aurait été l'arrivée du cheval au deuxième millénaire avant notre ère, et les Grecs et les Romains, là-dessus, se seraient un petit peu assoupis. L'apport de l'Antiquité gréco-romaine, en revanche, apparaît assez moderne. Donc, l'élevage n'y fut pas pratiqué, mais cette activité n'a pas suscité de réflexion comparable en quantité et en qualité à celle qui s'exerce alors dans tant d'autres domaines. On ne relève aucun ouvrage de synthèse. C'est quand même aller un peu vite en besogne. Et vous voyez, à partir de ce cas du zébu, mais on en a d'autres, le pan, la pintade qu'évoquait tout à l'heure Armel, et bien d'autres encore, on voit qu'en réalité, les faunes domestiques, à la fin du premier millénaire, dans l'espace méditerranéen, ne sont évidemment pas les mêmes qu'elles l'étaient au début du premier millénaire. Voilà, je regrette encore de vous présenter un travail que j'ai sans doute pas encore assez approfondi, mais je vous remercie pour votre attention.